Liberté. Luc, ce matin, je lisais le USA Today, comme ça m'arrive à l'occasion, et il y avait un titre un peu drôle, là, comme on le voit parfois dans les médias américains, qui disait On va répéter le mensonge jusqu'à temps que vous vous rangiez derrière le mensonge, là, grosso modo. Ce soir, Donald Trump doit parler de genre d'état de l'Union improvisé. Il va évidemment parler d'économie. Ça va pas très bien, l'économie américaine, et là, je pense qu'il commence à être un peu tard pour dire que c'est la faute à Joe Biden. Non, voilà, puis moi, il y a une chose que je vais surveiller ce soir, puis ceux qui s'intéressent à Donald Trump vont dire, habituellement, c'est pas son fort, ce que tu cherches, Luc, la liberté. Euh, Effectivement, les chiffres, peu importe ce que Donald Trump va dire ce soir sur l'économie, on pense qu'il va dire que ça a été une bonne première année, que son administration a effectué le travail, qu'on a fait ce pour quoi on a été élu. Si on est le moindrement habile ce soir, au-delà de ce que tu disais, répéter le mensonge jusqu'à ce que vous croyiez au mensonge, je pense que Donald Trump pourrait marquer des points ce soir s'il ne fait que dire aux gens j'ai enregistré, à tout le moins, en tout cas, vos perceptions. Parce que c'est clair, il y a deux choses. Hein. Il y a les chiffres, ce qu'on nous rapporte sur la création d'emplois, sur l'inflation, puis on pourrait varier les indicateurs. Il y a des chiffres, il y a, en guillemets, la réalité. Il y a aussi la perception. Dans les sondages, les gens disent on pense que l'économie va mal, on pense pas que ça va s'améliorer, et on pense que tout nous coûte plus cher. Ça vaut pour les démocrates comme pour les républicains. Quand on va en campagne électorale, les faits, ça devrait toujours être important. En même temps, jusqu'où on prend en note ou on prend en compte la perception des gens, ce qu'ils vivent dans leur quotidien ou ce qu'ils ont l'impression de vivre. Moi, je pense que ce soir, c'est une belle occasion pour Donald Trump de dire, écoutez, vous le sentez peut-être pas encore ou ça va s'améliorer, mais il faut que d'une façon ou d'une autre, quand on observe les chiffres, et la division qu'il y a maintenant, on peut en parler au sein même de la base de Donald Trump, des MAGA. On l'a vu à la Chambre des représentants encore aujourd'hui. Il faut quand même que Donald Trump prenne la peine de faire ce qui est sa force depuis qu'il est entré en politique, c'est-à-dire de parler aux gens de ce dont ils veulent entendre. Donc, la vérité, entre guillemets, dans son cas, souvent, ça vient en deuxième quand ça vient, point. Mais de nier que les Américains sentent qu'il y a un problème, on parlait hier des confidences voulues ou maladroites de sa chef de cabinet, mais elle disait, moi je crains par exemple que le président ne parle trop ces jours-ci de la Russie, de l'Ukraine, de l'Arabie saoudite, du Venezuela à la limite. Il parle trop de politique étrangère où il s'éloigne du quotidien des gens. Moi, c'est une chose que je crains. Elle avait dit ça et les dossiers Epstein. C'est le temps ce soir pour le président de dire ça. Et Donald Trump peut le dire sans dire j'ai fait une erreur, je commets une erreur ou tout ça est de ma faute ou partiellement de ma faute. Ça, je ne m'attends pas à ça de Donald Trump. Et c'est rare qu'un politicien va sauter à pieds joints de toute façon dans l'autoflagellation dans un discours comme celui-là. Mais je pense qu'il peut en tout cas encore parler aux Américains, puis leur rappeler peut-être pourquoi ils ont voté pour lui deux fois, puis c'est quand même dans les deux cas plus de 70 millions de personnes qui ont voté pour lui. Et quand même, tu sais, sans tomber dans l'autoflagellation, j'en parlais un peu ce matin là, au Québec Matin à LCN. J'ai l'impression qu'actuellement, M. Trump qui dit « nous vivons un âge d'or » et qui répète là, comment tout va bien, puis ça crée du cynisme. Donc, ce n'est pas que de s'autoflageller puis dire « j'ai erré puis ça va pas bien », autant que d'arrêter de faire ça, de montrer sa déconnexion avec ce que vivent quand même des dizaines de millions de familles. Et ça m'amène à mon deuxième sujet, ton deuxième sujet, Luc. Ouais. Bon, tu m'en parlais hier, tout cet enjeu, ce débat, puis cette problématique là, autour du financement de la santé, en fait, de l'assurance santé aux États-Unis. Et là, on est à la Chambre des représentants dans une situation assez inédite là, depuis l'élection de Donald Trump. Il y a 4 représentants républicains qui ont ouvertement défié Mike Johnson, donc le chef de la Chambre, qui est lui-même directement inféodé à Donald Trump. Donc, ces républicains-là, finalement, défient le président. Est-ce qu'il y aura des conséquences, selon toi, pour eux? Ben écoute, ça semble se produire de plus en plus fréquemment. Puis ce qui est intéressant, je parle des 2 derniers mois, disons. Là, c'était pas le cas dans les mois précédents.
Ce que je trouve intéressant à analyser dans le mouvement qui est plus récent et dans le cas spécifique d'aujourd'hui, c'est que ceux qui osaient parler contre Donald Trump, ce sont souvent des gens qui avaient décidé de prendre la voie de sortie. Marjorie Taylor Greene, par exemple, Mhm. a beaucoup fait jaser parce qu'on avait l'impression d'un virage à 180 degrés, de la MAGA des MAGA à une critique assez virulente de l'administration Trump. Mais dans ce cas-ci, ce sont des gens qui défendent leur siège. Et l'indicateur est intéressant. Ça veut dire qu'on veut quand même défendre son siège, mais on se permet de critiquer le président ou de s'opposer en tout cas à la volonté du président. Et de l'autre côté, ça montre aussi qu'il va y avoir une limite au pouvoir de Donald Trump pour les élections de mi-mandat. Si ce que Donald Trump dit, par exemple, c'est un déni de la réalité, de ce que vivent les gens, si moi, dans ma circonscription, je risque de perdre mon siège, en sachant que de toute manière, Donald Ouais. Trump ne reviendra pas en 2028, ben peut-être que là, on sent les démocrates font la même chose. On s'éloigne ou on se rapproche du président selon qu'il nous sert ou pas. Sauf que la mainmise de Donald Trump était tellement forte sur son parti que là, ça devient intéressant. Je répète, il n'est pas parti, Donald Trump. Il a encore une grande influence. Il va se débattre jusqu'à la fin. C'est pas de ça dont il est question. Mais ça veut dire qu'il y a des failles dans ce mouvement-là et il y a des failles dans les appuis. Et comme le président se dirige vers le statut peu enviable que vivent les présidents en deuxième mandat, celui de lame duck ou de canard boiteux, ben on est en train de voir quelle forme ça va prendre ou ça pourrait prendre aux États-Unis avec le vote de ces quatre-là. Maintenant, ça règle pas tout. Pour ceux qui disent, ben, est-ce qu'ils vont, ceux qui voudraient avoir Obamacare ou les subsides fédéraux qui servent à obtenir des soins de santé, ça règle pas le problème. Donc, on a réussi à tordre le bras de Johnson. Il peut jouer sur des technicalités pour Mhm. repousser le vote. Et c'est loin d'être acquis qu'au Sénat, le meneur républicain, Toone, va aller dans le sens des républicains de la Chambre. Donc, ça se peut que si on voulait les subsides pour Obamacare, on se ramasse malgré tout le bec à l'eau. Ce qu'il faut surtout enregistrer, c'est un geste de dissidence aujourd'hui. C'est intéressant parce que ce sont quatre noms, Brian Fitzpatrick, Mike Lawler, Ryan McKenzie et Rob Hey, Bresnahan, dont j'avais jamais entendu parler. Donc, ce ne sont pas nécessairement... Non, mais tu sais, c'est pas non, des oui, figures entre en bon français nécessairement très connues là, du républicanisme américain. Mais donc, comme tu le dis, étonnant qu'ils choisissent là, de s'opposer. Il y a quand même, tu me disais hier, 20 millions d'Américains qui pourraient être directement touchés là, par ce ouais, les changement chiffres dans les varient. Ce règles. serait même entre 22 et Ouais. 24 millions. Ce n'est pas un chiffre précis. Retenons 2 dizaines, grosso modo, de millions de Disons, personnes. on fait des chiffres monkey business, là, mais la moitié d'entre eux sont des républicains. Ouais, Là, puis tu sais, mais ça fait quand ouais, même ouais. 10 millions de personnes que tu antagonises profondément dans leur paiement mensuel, dans leur vie, dans leur capacité Voilà. d'obtenir des services de santé. C'est des gens qui pourraient devenir des électeurs très, très, très fâchés de l'administration Trump. À C'est quoi... mais, je veux dire, ils sont pas dupes, là, les républicains. À quoi jouent-ils, finalement, à ne pas vouloir soutenir une mesure de prolongation comme les démocrates l'exigent? C'est le chiffrier Excel, c'est de voir au total ce qu'on perd, au total ce qu'on gagne. Il n'y a que ça dans la stratégie républicaine. D'abord, c'est qu'est-ce qu'on joue, puis on sait qu'on va avoir des pertes. Est-ce qu'on peut se maintenir ou remporter quelques sièges en perdant quelques autres? C'est le jeu d'équilibriste auquel on tente de parvenir. Mais je pense que ce qu'on a un peu sous-estimé, moi je me souviens quand Mitt Romney avait implanté l'équivalent d'Obamacare, mais pour le Massachusetts. Ouais. Et ça avait été très difficile à faire passer. Les gens n'étaient pas sûrs qu'ils en voulaient. Et maintenant, ils s'en passeraient plus. Et c'est le problème avec lequel on compose maintenant à Washington, c'est que ben, si on parle de 24 ou de 22 millions, ça veut dire que c'est des gens qui se retrouveraient sans couverture de soins de santé ou encore ben, une couverture très, très médiocre pris auprès du privé parce qu'on ne pourrait pas se payer, entre guillemets, la totale. Moi, je te disais, derrière ça, il y a un problème plus grave. C'est qu'on soit démocrate, républicain, qu'on veuille des soins comme c'est le cas dans les sociétés industrialisées normalement, Obamacare, les coûts ont explosé. Et ça, il n'y a Hmm. personne, ni démocrate ni républicain, qui a abordé ça de front comme question. Mais si on en parle uniquement comme d'un enjeu électoral, je pense que les républicains jouent dangereusement avec ça parce qu'ils n'ont rien à proposer en échange. C'est surtout ça le point faible de leur argumentaire, c'est Donald Trump avait dit ça, puis on attend toujours, il avait dit en 2 semaines, moi je vais vous pondre ça. Vous allez avoir mieux qu'Obamacare pour moins cher.
Puis on n'a eu ni un ni l'autre, finalement. Là. On n'a pas eu de plan pour Obamacare, puis les coûts continuent de gonfler. Donc, sur une campagne à court terme, la rhétorique, ça fonctionne. Mais là, les gens, dans la vraie vie, constatent que ça risque de leur coûter plus de 2 fois plus cher si C'est jamais ça, républicains et puis démocrates je veux n'arrivent pas à pas. s'entendre. Tu me donneras ton cours là, de stratégie politique un jour, Luc, là, pour faire de moi un véritable économiste politique, mais il y a quelque chose qui me. Tu parles des chiffriers Ouais. Excel, puis je comprends évidemment ce que tu dis, mais je me dis, pour chacun tu sais, de la droite convaincue, là, on va sauver des dollars, Ouais. c'est souvent une conviction un peu molle, là, tu sais, c'est une conviction un peu abstraite, alors que pour d'autres, je vais perdre des soins, ça va me coûter. Tu comprends que la rage d'un bar, ce que tu perds définitivement d'un bar, c'est difficile à imaginer qu'on le gagne de l'autre avec oui, on va un peu couper dans quelques programmes. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme, je trouve que c'est une fausse Oui, équivalence. mais Là, tu l'aspect, comprends? l'aspect français, c'est effectivement, ça, ce serait un cours complet. C'est ce que je me plaisais à faire jusqu'à l'année dernière. C'est qu'on sous-estime parfois à quel point, pour les Américains, en moyenne, on ne veut pas avoir l'État dans nos affaires. On ne veut pas avoir l'État, en tout cas pas au niveau de Washington. Notre État, là, le Massachusetts, la Californie, le Texas, mais quand on est rendu à Washington, il y a une allergie de presque tous les Américains. Il y a plus de démocrates qui vont se rallier vers le fédéral pour partager les services à l'ensemble des classes ou des revenus dans la population. Mais on oublie à quel point, pour les républicains, pour beaucoup d'Américains au-delà des républicains, on est allergique à ce qui vient de Washington. Donc, on peut jouer, dépendamment comment, bien sûr, on distille ce message-là savamment pendant une campagne, mais on peut jouer sur ce sentiment-là. Bon. Écoute, j'étais en salle de nouvelles plus tôt quand Pablo Rodriguez a annoncé sa démission. Tu es un spécialiste des politiques américaines, mais tu es un Québécois comme moi, évidemment sensible, Ouais. j'imagine, à ces choses-là. Et Marianne Lapierre, qui était près de moi, a dit à la blague, Donald Trump vient d'annoncer qu'il démissionnait. Là, évidemment, il y a eu l'hilarité générale. Tu peux bien te l'imaginer. Je pense qu'on va pas voir ça de sitôt, n'est-ce pas? Écoute, Mais, on pourrait toujours partir avec nos auditeurs des paris là-dessus. Mais Donald Trump qui abandonne, s'il y a une chose que je reconnais à Donald Trump, c'est qu'il n'abandonne jamais. ouais, Je le vois pas, puis je l'imagine difficilement poussé d'ailleurs dehors. Il va se démener. On a eu de la difficulté à le faire quand il a été battu en 2020, donc pas certain qu'on peut faire ça de l'intérieur maintenant. je sais pas si le spectre du 6 janvier plane toujours sur cette nation, mais en tout cas avec toi, Luc, on y voit un peu plus clair. Merci beaucoup et on se retrouve demain à la même place, même heure.